Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 32e épisode de recevoir Olivier Lelanne. Olivier, comment vas-tu? Je vais très bien, merci beaucoup de m'avoir invité à ce podcast. Écoute, je suis ravi aussi de pouvoir nous connecter et enfin échanger pour cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes ou parcours de créateurs d'entreprises, de projets ou de créateurs de sociétés par un échange convivial. Aujourd'hui, nous retournons en Allemagne, à Berlin, ou pour être plus précis à Wildau, dans le Brandenbourg, sur la scène des startups, je pense, et nous allons parler de Eva et de son activité, l'infrastructure pour des drones. Mais je vais laisser Olivier nous raconter cela en détail. Et comme nous le faisons à l'habitude, nous commençons toujours par la première question que tu connais. Olivier, une petite présentation brève de ton parcours, s'il te plaît. D'accord, moi en fait j'ai un parcours, je suis breton et j'ai quitté ma famille quand j'avais 17 ans. Je crois que ma mère m'attend toujours, je ne suis pas rentré. Donc j'ai travaillé en fait quelques années en France. Je suis passé aussi par une boîte pharmaceutique Saclay-Roche à l'époque à Strasbourg. Donc déjà j'étais plus proche de l'Allemagne. Et comme en fait j'avais appris l'allemand à l'école, en général ça ouvre des portes germaniques. Ils ont du mal à trouver des gens qui sont bilingues. Et là pour la première fois j'ai vu un de mes patrons qui en fait était plus jeune que moi et elle sortait d'un MBA qui était aux États-Unis à Kellogg. Et elle m'a dit en fait si tu veux en faire un c'est le moment. Et comme moi j'avais déjà pas mal travaillé aux US et en Europe. Je suis parti au Japon pour faire mon MBA, qui était lié avec London Business School. Et je suis resté 10 ans. 10 ans au Japon pour travailler dans des boîtes japonaises, européennes. Et à un moment, il y a Tesla qui est venu me chercher. Donc, j'ai vu Elon Musk en Californie et je m'attendais à poser mes valises en Californie. Et là, il m'a dit, mais non, on a besoin de toi à Tokyo. Okay. Et donc de Tokyo, j'ai lancé la Corée du Sud directement. Okay. Et après avoir lancé Tesla, je me suis dit c'est bien, mais en fait les voitures auxquelles on vend ça pour la liberté, l'accélération, en général les vidéos, il n'y a aucune voiture autour. Mais la plupart du temps, en fait, les voitures sont dans des embouteillages. Oui. Donc moi, de là m'est venue l'idée de il faut passer ça. Okay. Il faut passer au-dessus de ça et donc de lancer ma start-up. Ok, c'est de là qu'est venue l'idée de Eva avec le. Au début, je me rappelle de tes débuts sur. C'est les taxis volants. Il y a le marché même. Beaucoup. Ok, d'accord. J'avais une question, peut-être, je sais pas. Les auditeurs vont se poser la question puisqu'on a le même nom de famille et je pense qu'on a vu la discussion un peu avant d'enregistrer. Je sais que dès Lelanne, beaucoup de Bretons, nous, Bretons aussi d'origine, mais c'est une famille qui est partie dans le sud de la France. Donc, j'imagine, pour préciser, je pense qu'on n'a pas de lien de parenté, puisque c'est un peu Lelanne, c'est un peu comme les Müller en Allemagne. Pour la Bretagne, il y en a beaucoup, c'est ça, je pense. Oui. Hein Ma famille, je crois que j'ai 5 oncles et tantes, j'ai 17 cousins, donc voilà. Ok, c'est pareil, mais. Mais ils sont tous en Bretagne encore, c'est ça Non, mes cousins sont partis un peu partout dans le monde. Mais, oui, comme tous les Bretons. Il y a une ville en Bretagne qui est à Gourin où il y a 50% des gens qui ont émigré aux États-Unis. Donc c'est quand même, on est des personnes qui bougent beaucoup. Oui, c'est ça. Les Bretons sont un peu partout et je peux confirmer ici en Bourg. On est un petit groupe aussi. Et même si je suis un faux Breton puisque je suis plutôt du sud-ouest, on peut l'entendre à l'accent. Enfin, revenons plutôt. Un Breton avec un accent. Pardon ? Un Breton avec un accent. Voilà, un Breton avec un accent du sud-ouest. Enfin, l'idée est venue de lancer ta structure. En quelle année c'était En 2017. En 2017, à l'époque, j'étais encore au Japon. Okay. Et on a cherché partout dans le monde. Donc, on était sur les taxis aériens. Et on a hésité entre Seattle, Munich et Toulouse. Et on s'est dit, Toulouse. Et là, en fait, on s'est rendu compte d'une chose, il faut $1 milliard. Il faut au minimum $1 milliard de levée de fonds comme Lilium au volocoptère pour lancer les taxis aériens. Donc la France, c'est plutôt quand même on voit bien dans l'annonce des licornes françaises, c'est surtout du digital. Lancer une entreprise de hardware, qui plus est une plateforme intégrée, non pas
et pas une start-up qui va fournir des sous-parties de système à Airbus ou à d'autres sociétés. C'est compliqué. C'est pas, franchement, après expérience, c'est pas le pays que je recommanderais pour ça. Et nous, en fait, on est passé par des accélérateurs, dont Techstar aux États-Unis, et on a pivoté. On a pivoté parce que le marché des taxis aériens, ce sera plutôt pour 2025-2030. Ouais. Et donc, ça veut dire non seulement il faut lever 1 milliard, mais il faut aussi tenir le délai, sans revenu pendant des années. Donc, pourquoi se rendre la vie difficile quand le marché des drones est déjà là? Donc, on a vraiment pivoté sur les drones. Ah ok, d'accord. Donc mais pas que les drones, ce que j'ai bien compris, c'est plus, alors pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, quand vous dites infrastructure, moi je regarde un peu sur le site, c'est-à-dire c'est toute la station de recharge, j'imagine, de pilotage, enfin on appelle ça comment, un drone, on appelle ça une base d'atterrissage, je ne sais pas comment on appelle ça exactement. Alors en fait, il y a 3 milliards de dollars qui ont été investis dans les drones déjà, mais il n'y a que 1% qui a été mis dans l'infrastructure. Donc c'est comme si tout le monde investissait pour faire des voitures. Même il n'y a pas de route. Et personne ne mettait. Voilà, il n'y a pas de route, il n'y a pas de garage, il n'y a pas de station de recharge, il n'y a rien. Donc nous, en fait, on crée toute cette infrastructure pour que les drones en fait puissent atterrir, charger, transférer leur payload, être contrôlé avec précision, avec des liaisons sécurisées, et ça marche énormément. Donc, il y a beaucoup de demandes. Ok, oui, parce que j'ai vu que c'est ce qu'un peu Lilium a fait une approche, bon, pour pas les citer, eux ils ont commencé avec leurs produits et puis ils développent leur réseau, mais eux ça va être le réseau de taxis, donc ils font des partenariats. Pour venir à la partie infrastructure de soutien des drones, qu'est-ce qu'il en est? Par exemple Amazon, je me rappelle qu'ils avaient fait des tests où ils développaient leur infrastructure, parce qu'ils intègrent tout. Ce qu'on a vu avec le Covid, c'est que donc en fait l'industrie a été accélérée énormément. Donc des produits qui auraient dû être livrés ou arriver à maturité dans 3-4 ans sont déjà là. Notamment tout ce qui est livraison médicale. Là, on est en train de créer une sorte de corridor entre Oxford et Londres pour transporter de la chimiothérapie. Et la chimiothérapie, en fait, elle a une durée de vie limitée. Donc, c'est-à-dire que si on passe par la route et qu'il y a des embouteillages ou une roue crevée, bon, le produit arrivera pas en temps et en heure. Il sera détérioré, il va être refusé. Et ça va coûter des pénalités à la boîte pharmaceutique. Donc, avec les drones, ça arrive en temps et en heure. Comment ça se passait avant? Le drone atterrit sur de l'herbe, il va endommager ses propellers. Où est-ce qu'on va le charger? Il peut se mettre à pleuvoir soudainement. Comment est-ce qu'on va le contrôler si le data center est à 100 km de là? Donc nous, en fait, on met en place cette infrastructure qui fait que le drone a un niveau d'atteinte limité, en fait. Ok. Ça veut dire, donc vous fournissez, vous êtes partenaire avec les différents acteurs de drones, mais j'imagine aussi en infrastructure, dans le médical, dans quel autre domaine, dans la logistique générale ou ça? Non. Alors on a beaucoup de créneaux, mais ceux qui sont les plus demandés, c'est le médical. On a fait les premières livraisons de vaccins en Inde il n'y a pas longtemps. On a tout ce qui est, alors c'est intéressant, on a l'agriculture. Donc on a des camions drones, en fait, on a des camions avec des stations dessus qui peuvent emporter 24 drones. Et il y a une partie des drones qui va repérer là où il faut de l'engrais, et d'autres drones qui vont livrer l'engrais donc sur le champ et les données qui vont être envoyées au ministère de l'Agriculture. On a beaucoup de demandes sur ce qu'ils appellent disaster relief, donc tout ce qui est, par exemple, il y a eu les inondations en Allemagne. Donc nous, ce qui s'est passé en Allemagne, c'est qu'ils n'ont pas surveillé les petites rivières. Ils ont enlevé les sirènes d'alerte parce qu'on est dans l'ère du digital. On n'a pas besoin de ça. Leurs réseaux de communication sont tombés et ils n'ont pas réussi à repérer où étaient des gens qui avaient besoin d'aide parce que, en gros, il y a un hélicoptère dans le coin. Donc nous, en fait, on met des stations qui vont faire tout ça. Certains drones qui vont surveiller les rivières, d'autres qui vont servir d'antenne de relais, d'autres qui vont avoir des haut-parleurs et d'autres qui vont faire le repérage, alors soit pour voir si d'autres infrastructures vont lâcher ou soit pour retrouver des survivants. Oui, donc des caméras thermiques, j'imagine. Donc là, on a de la demande en Chine en ce moment, beaucoup. Après, effectivement, on a la logistique classique, on a du e-commerce, on a aussi de l'infrastructure, l'infra pour surveiller de l'infrastructure. Par exemple, les pipelines,
Oui. Il y a 2,5 milliards de, non, si c'est vrai, 2,5 milliards de kilomètres de pipeline dans le monde. Et en gros, ça coûte 5 à 10 000 euros par an, par mile. À cause des fuites et pour compagnie. vérifier les pipelines. Ah, ok. Voilà. Oui. Oui, puis en plus, des fois, il n'y a aucune route pour y accéder. Ouais. Donc en fait, les stations sont prédispositionnées à côté du pipeline. Et là, tu as un command and control center. Nous, l'avantage de notre technologie, c'est qu'on n'a pas besoin de pilote. Donc on peut être dans un command and control center et on lance les drones pour faire toutes les missions. Ah, ok, donc pas besoin de pilote. ils sont automatisés, c'est-à-dire ils sont programmés pour faire une certaine routine, un peu comme le robot pour exploration de zones nucléaires. Ils ont une certaine... Quoique non, derrière, il y a souvent un opérateur. Donc là, c'est juste des systèmes autonomes. Alors, oui et non. Alors, on peut programmer des routes. En général, par exemple, dans le médical, c'est facile parce qu'on programme des routes entre deux hôpitaux ou un hôpital dit laboratoire, etc. Par contre, sur les cas d'urgence, là, en fait, les personnes vont uploader la mission du centre de contrôle et là, le drone va aller l'accomplir. Donc, on a fait, nous, de Berlin, on a contrôlé des missions en Floride, au Texas, directement en passant par des réseaux 5G. Ah, ok. Ah, très intéressant. Oui, donc c'est quasiment du niveau militaire. Hein. Oui, je voulais faire. J'attendais que tu me fasses le lien parce que j'hésitais à poser la question. Je connaissais ça pour la surveillance de frontières. On parlait de la frontière de est de l'Europe où c'est des forêts. Tu n'as pas de poste de contrôle. Bon, tu as peut-être des systèmes automatiques avec des containers ou des camions et surveillance radio, surveillance de mouvement et de lancer certains drones. Bon, je pense au niveau de l'Espagne aussi. Penser à la frontière polonaise. Bon, je ne veux pas parler de la thématique actuelle avec la Biélorussie, mais la zone où c'est que des forêts, d'avoir des stations. Et en fait, ces drones-là, le seul besoin, c'est que votre container, votre infrastructure de base de recharge reliée à un réseau de communication et d'énergie, quoi. C'est ça. C'est ça. Okay. Ouais. Donc là, en fait, alors sans parler de la Biélorussie, on a un cas en Allemagne où ils ont la peste porcine en Tchéquie et en Pologne. Ouais. Et les Allemands n'ont qu'une peur, c'est que les sangliers, en fait, les sangliers traversent. Traversent et contaminent en fait les fermes porcines. Ouais. Donc nous, en fait, on a une étude là sur station de drone qu'on met tout le long de la frontière. Parce qu'en ce moment, ils ont 2 personnes dans une petite voiture avec des jumelles qui essaient de repérer si la grille a été percée par les sangliers. Donc ça marche pas très bien. Ils n'ont rien attrapé en 6 mois. Alors qu'en fait, un drone peut couvrir une zone de 70 à 100 km². Oui, et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est ça, voilà, sans se plaindre. Voilà, sans avoir les contraintes humaines, on va dire. Oui, et puis 2 personnes avec des jumelles dans des bois, c'est pas très... pour repérer un sanglier, c'est pas très effectif. On est bien d'accord. Ah, très bien. Et aussi, donc on parlait en milieu, donc là on parlait un peu plus terrestre. Ça me fait venir un peu à l'idée de... Je rappelle qu'il y avait une société autrichienne qui faisait de l'inspection d'éoliennes, on appelle ça des mâts et des nacelles, avec ça fait un bout de temps, je ne sais plus le nom, pour faire l'inspection d'usure, de corrosion du mât et des pales. Donc j'imagine c'est aussi, quand on parle d'éoliennes, on parle en onshore et en offshore. Parce que en offshore, les conditions sont un peu particulières pour un objet volant, corrosion, vent et en mer. C'est un domaine où vous êtes ou pas du tout? Oui, si on est dessus. Donc nous, on crée un cluster. En fait, on a des bureaux aux États-Unis, Allemagne, Suisse, Émirats Arabes Unis, on est au Nouveau-Hollande là. Mais on a effectivement un cluster là-dessus. On travaille avec des boîtes françaises, notamment Internest, qui font de l'atterrissage de précision en milieu marin. Okay. Et donc, enfin pas seulement en milieu marin, mais ils ont la capacité d'atterrir un drone dans un environnement en mouvement. Donc nous, en fait, les stations, on peut les poser sur des barges et les prédispositionner en fait sur des parcs éoliens. Et à partir de là, il y a des essaims de drones qui vont partir et faire toute l'inspection. Surtout en milieu marin, il y a une usure qui est plus rapide. Oui. Des éoliennes. Et ça, c'est un coût. En général, nos solutions, on fait baisser les coûts de 10 à 20 fois. Okay. Et là, on parlait notamment, je travaille avec des boîtes pétrolières, mais faire une livraison sur une plateforme de documents ou d'autres choses, c'est 40 fois moins cher qu'un hélicoptère. Oui, c'est clair, parce qu'il faut un pilote, tu comptes par heure de vol, je crois que c'était 3 fois l'heure de maintenance,
Et puis bon, tu peux pas, suivant les conditions météo, tu peux pas prendre le risque de faire décoller un hélicoptère avec le risque humain, on va dire. Alors qu'un drone, bon, c'est peut-être le risque d'en perdre. Si c'est des petits drones, l'échelle est beaucoup moins... On a une discussion avec l'armée française là-dessus sur les troupes au Mali. En fait, oui. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de victimes ou de blessés, des chauffeurs de camions qui transportent des fois des choses qui sont basiques. C'est quand même dommage, alors qu'on pourrait avoir une chaîne de drones qui vont transporter ça. Et au pire, il y a un drone qui se fait abattre, qui descend, il n'y aura pas de blessés, quoi. C'est du matériel. C'est que du matériel, c'est ce que fait Wincopter, je crois, avec les livraisons de médicaments en Afrique, je crois. Ils sont en Allemagne aussi, je sais pas. L'Afrique, c'est un terrain d'expérimentation parce que les règles sont plus faciles quand même à appliquer. Maintenant, ils ont la capacité, en fait, on voit ça en Inde également. Il y a des États où c'est très difficile, d'atteindre les personnes pour la livraison de médicaments. Au lieu de dépenser énormément sur les routes, en fait, si la chaîne logistique est aérienne, ça permet en fait d'être plus efficace, d'avoir un coût de livraison moins cher, automatique. Donc il y a vraiment des États qui se posent la question, est-ce qu'on va vraiment construire une route, entre guillemets. Ok, préfère plutôt installer. Oui, parce que j'avais vu ces drones aussi comme des planeurs qu'on lance avec une catapulte, ou qui est un tout petit moteur électrique pour juste aller livrer une poche de sang, par exemple, ou des médicaments, au lieu d'avoir un taxi de brousse, donc les petits Piper d'avion, peut se poser n'importe où. Les possibilités sont énormes. Là, ces zipline, ils font ça. Bon, ils prennent beaucoup d'argent, je pense, par rapport à la livraison, mais ils l'ont lancé au Ghana notamment. Il y a un cas que j'aime bien, moi, personnellement, où je pense qu'on peut beaucoup aider, c'est, si il y a un lac, par exemple, autour du lac Victoria ou autre, il y a des petites îles, et si, je crois que c'est en Ouganda, et si, en fait, un enfant se fait piquer par un serpent, tant pis, parce qu'ils n'auront jamais le temps d'apporter l'antivénome localement. Donc l'enfant, il est condamné. Alors qu'en fait, par drone, on a la possibilité de faire la livraison de l'antivénome là où la personne est à une vitesse vraiment rapide, et on peut encore sauver la vie. Je trouve intéressant. Donc je comprends maintenant un peu mieux votre virement d'orientation, et je trouve que c'est d'un point de vue économique aussi et en général. C'est-à-dire, oui, tout le monde est allé sur produire les drones ou les taxis volants, et beaucoup oublient l'infrastructure, puisque à l'origine, c'est par là qu'on doit commencer. Bon, enfin, malheureusement, c'est ce qui a été fait avec Tesla, le lancement de la voiture électrique, avec un coût d'entrée assez élevé pour pouvoir financer leur propre réseau, quoi, et transformer les infrastructures. Je pense que si ça n'avait pas été fait par Elon Musk, les autres, les big players dans l'automobile n'aurait pas commencé à mettre des bornes de recharge, ce qu'on voit maintenant un peu partout. Et je trouve ça assez... ça permet de changer l'approche. Mais il faut toujours qu'il y en ait un pionnier, quoi. Et nous on est leader de l'industrie, donc en fait, on a une dizaine de segments sur l'infrastructure. Et il y a un produit que j'aime beaucoup, qu'on va lancer en janvier. C'est une sorte, on appelle ça un vertipad, mais c'est une sorte de valise, en fait. Par exemple, une pharmacie qui va recevoir un produit tous les 3 jours, va pas forcément avoir une infrastructure en face. Par contre, ils ont une sorte de petite valise qui ouvrent en deux, comme un téléphone portable, en gros. Et là, il y a un auto-leveling dans le vertipad va s'aligner pour être plat. Il est bourré d'électronique au niveau guidage, au niveau atterrissage de précision, communication. Donc le drone va atterrir avec 1 centimètre de précision pour apporter le payload. Là, la personne le prend. Le drone redécolle. Elle a juste qu'à plier son vertipad et le remettre dans la pharmacie. Le vertipad, c'est la valise, c'est ça? Tu veux dire, c'est une base d'atterrissage? C'est un nouveau produit. Oui, c'est un nouveau produit qui est vraiment top. Et ça va. Nous, après, on a des très, très gros produits d'ailleurs qui sont connectés directement à des centres logistiques. Où en fait, la personne va commander sur son e-commerce, sa plateforme e-commerce, un produit. Et un robot intralogistique va prendre le produit et l'amener directement dans nos stations. Où ça va être transféré à un drone. Qui va livrer ça directement au client. Donc l'intégration directement dans la supply chain ou dans la chaîne de livraison du client. Donc vous interfacez, donc c'est un chouette marché et c'est bien d'être là-dessus, d'être le premier, puisque moi je le vois avec les expérimentations, je crois que c'était à Hambourg ou dans d'autres villes sur les robots sur roues, mais pour livrer. Et c'est vrai que y a pas le point critique, le besoin du drone, c'est qu'on a le facteur temps, quoi. C'est-à-dire c'est une livraison en urgence. Le temps compte. Alors qu'une livraison, j'en sais rien moi, d'une paire de chaussures,
qu'elle arrive aujourd'hui ou dans 3 jours, le client, ça lui est égal, quoi. Donc c'est vrai que donc vous visez... Alors, ça dépend. Oui, Sur après. les chaussures. Oui. Ah. Il y a des personnes qui vont considérer ça comme une urgence. Hein. Euh, Non, ce que je veux dire, c'est que nous, donc, dans le business model qu'on a, en fait, c'est que là, par exemple, on va construire une drone super highway dans une super autoroute pour drone dans un État américain. Et une fois qu'on commence à connaître, par exemple, là, on a un réseau pharmaceutique, après on a un réseau qui travaille avec la police, on a un réseau qui est une autoroute de drone. Et une fois qu'on commence à les entremailler, en fait, les possibilités deviennent vraiment exponentielles. Ouais. Donc, c'est-à-dire, si on a 2 stations, on va avoir 2 vols, 2 routes. Si on a 3, on va en avoir 6, et ainsi de suite. Donc, quand on commence à entremailler nos stations, là, on va avoir des possibilités même commerciales, c'est-à-dire que les gens qui posséderont certaines stations vont justement prendre un droit d'atterrissage. Ils vont avoir des revenus supplémentaires. Ah oui, aussi. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de dispatcher des stations, créer de la densité. Là, on vient de lancer un premier pays sud-américain, Canada. Okay. L'Inde commence à aller vraiment très vite. Donc ça, le maillage, quoi. En fait, on peut faire un peu le parallèle entre le maillage pour les antennes GSM, quoi. Oui, alors là, c'est un sujet intéressant aussi parce qu'on travaille beaucoup avec les telcos, parce que la technologie 5G, déjà, elle coûte cher, et 2, pour réduire la latence, en fait, ils ont besoin d'avoir la proximité. Et nous, on leur permet de déployer leur technologie à partir de nos stations à un coût beaucoup moindre. Donc, on travaille avec, on a gagné une compétition avec Altis, on travaille on a travaillé fortement avec AT&T aux USA, et en fait, on a une surcouche en fait d'offres qui est liée directement à la 5G. En fait, on travaille déjà sur la 6G. Ça veut dire que vous faites à la fois infrastructure pour le drone et à la fois vos stations peuvent être assimilées à des relais telco. C'est ça ce que tu veux dire? Oui, c'est ça. Donc, alors en fait, on fera peut-être un relais. Donc pour la 6G, par exemple, j'ai essayé de le détailler de manière très 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 limpide. Si toutes les voitures sont autonomes, s'il y a des drones, s'il y a des taxis aériens, etc., on ne va pas mettre 200 antennes sur le toit de chaque maison. Donc il faut avoir une capacité de servir tous ces véhicules de manière efficace. Donc ce qu'on fait, c'est que sur la station, il y a certains drones qui vont servir d'antenne, et il y a d'autres qui vont être reliés à ce qu'on appelle des High Altitude Platform Solutions, donc HAPS, qui vont être des sortes de drones solaires ou alors des ballons qui seront eux connectés à des satellites. Voilà. Si on le voit d'un mode vertical, il y a les drones basse altitude pour petite connexion, et en échelonnant vers le haut, comme les drones qu'on connaît militaires qui planent, qui restent à une altitude très très haute. Et ensuite au satellite. Après, le lien vers le satellite, Et là, tout ça, c'est connecté avec l'intelligence artificielle pour que tout ça se passe bien. Et c'est ce qu'on appelle un Vertical Heterogeneous Network, c'est un VET en fait. Et nous, on est déjà là-dessus, donc on travaille sur du pré-6G en fait. Puis j'imagine avec les liens que tu avais développés avec Tesla sur les microsatellites de leur réseau. Est-ce qu'on peut en parler? Starlink, non mais Starlink, donc le souci, c'est qu'il faut 30 à 45 degrés à peu près pour capter la constellation. Donc nous, on offre un complément par rapport à ça, parce qu'en fait, surtout en environnement urbain, il y a des arbres, il y a des maisons, des bâtiments. Des buildings. Donc ça marche pas très bien. Par contre, un drone peut prendre de l'altitude et peut servir de relais. Il fait relais vertical. Dans nos stations, voilà, exactement. Il fait le lien vers le bas. Écoute, c'est une thématique super intéressante. Je suis ravi que tu aies pris le temps de venir nous expliquer les différentes thématiques. On rentre enfin, parce que c'est un peu mon souhait dans cette nouvelle saison, d'attaquer un peu plus la partie plus technique, plus technologie, et dans le mode start-up aussi. J'aimerais un peu là-dessus, si tu as le temps, aborder financement ou fonctionnement. Comme tu as dit que vous aviez été soutenu par des incubateurs, c'est ça, ou plus non, en autofinance? On avait 1,6 million aujourd'hui. On est en train de faire une levée de 10 millions. On a BMW quand même de nos investisseurs. Donc on a eu 2 gros accélérateurs. On a eu Techstars, ce qu'ils appellent entre guillemets accélérateur d'élite. Et on a eu aussi un gros accélérateur à New York qui est spécialisé dans les smart cities, qui s'appelle UrbanX. Et ça nous a vraiment aidé énormément, notamment quand on a fait un pivot et pour avoir les bons contacts. Donc là,
Par exemple, là, on va mettre alors, il y a des choses que je peux pas tout dire. Non, faut attendre. Tu me diras sinon. Ça nous ouvre beaucoup de portes. Voilà, Oui, mais c'est bien parce que c'est le point qu'on régulièrement on revient dessus, c'est que pour se lancer, bon, on a la partie financière, comment dire, être financé, mais ce qui aide vraiment, c'est d'être bien entouré ou d'avoir le bon réseau, les bonnes personnes qui permettront de faciliter les connexions et gagner du temps dans le développement. C'est-à-dire relier les gens qui ont le même centre d'intérêt. C'est ça, hein? Donc oui. tu veux dire que Oui. Et nous, on est passé, bon, tout le monde est passé par la crise du Covid, mais là, j'étais à New York à l'époque et on était dans l'accélérateur. Et là, il y a beaucoup de. Enfin, l'avantage des accélérateurs et du réseau, c'est que immédiatement, ils ont dit alors attention. Nous, ce qu'on a vu connu dans les crises précédentes, c'est A, B, C, D. Voilà nos conseils. Oui. Et c'est des conseils qui sont personnalisés. Par exemple, une start-up qui est dans le tourisme, ils leur ont dit directement, vous devez couper 80% des coûts, sinon vous n'allez pas passer vous n'avez pas passé la période. Okay. Voilà. Et là, le CEO fait une tête pas possible, mais il donne les bons conseils au bon moment. Ce qui permet aux startups de réagir et d'anticiper. Ouais, donc c'est le plus important, c'est de récupérer du lesson learned, du benchmarking, dans le sens où se dire, je me rappelle quand tu avais commencé avec, je trouve ça super intéressant, l'évolution en quelques années de votre développement, donc je comprends, ton calendrier est très chargé puisque la demande est très forte, et je vous félicite, enfin c'est bien, vaut mieux ça que courir après les clients plutôt que, que les clients viennent frapper à la porte. Oui, encore pas après les clients. On a très peu de, voilà, on fait pas de pub, on va pas, parce qu'on a plus de demandes que ce que vous pouvez fournir. Ok. Ouais. Okay. Donc en fait, on cherche des capacités de production. Après, ce qui est intéressant quand même psychologiquement, c'est que plus j'ai des clients qui me demandent des stations, des solutions, et plus je dis non, plus ils insistent pour avoir le produit. Donc c'est la rareté aussi qui fait la demande quelque part, je pense. Mais on est en train de trouver des solutions. Par contre, c'est vrai, ce qu'on fait pas, c'est ce qu'on fait plus, c'est j'ai besoin d'une station et peut-être dans 2 ans une deuxième station, ça on fait pas quoi. Là on a des demandes nous pour des corridors de drones, des villes entières. Donc là c'est des projets qu'on aborde avec plaisir, mais sur des petites demandes on peut plus se permettre. Ok, il faut prendre à grande échelle pour capitaliser, j'imagine, pour rester en position de leader, mais aussi c'est là que ça vous permet de développer aussi votre réseau, quoi. Oui. Olivier, on a abordé alors la thématique startup, développement, le côté technique. J'aimerais, on parle de parcours d'entrepreneur, de start-upper, je ne sais pas comment on dit. Il y a d'autres thématiques. Donc tu as parlé un peu on arrive un petit peu à la fin, tu vois, parce que on essaie de faire une 30aine de minutes. On a tellement de choses à discuter, à aborder. Est-ce qu'il y a une thématique, le next step, tu as dit, c'était donc cette valise, ou est-ce qu'il y a d'autres thématiques que tu aimerais partager? On a un autre produit qui va être livré. On a un autre produit qui va être livré qui sera ce qu'on appelle une smart station. C'est une sorte de tour en fait où le drone peut livrer un payload et le payload soit il peut être récupéré manuellement, soit il va transférer à un robot qui va rentrer dans le bâtiment. Donc on lance ça à peu près en même temps. On envoie les 2 premiers en Arabie Saoudite en fait d'ici 2 semaines. Okay. Mais moi ce que je pense ce qui est important de dire c'est ce que je dis souvent à mes ingénieurs, il faut expérimenter la technologie. Donc c'est bien de créer, c'est bien d'inventer, mais il faut le vivre. Donc là, par exemple, ce qu'on fait à Berlin, c'est qu'on a une grande terrasse et on a un accord avec un centre commercial. Et les ingénieurs, en fait, comme on n'a pas beaucoup d'offres pour manger à midi, vous faites livrer. Donc, en fait, on va se faire livrer par drone. Donc on met une station à côté du centre commercial et on met un plateau, un vertipad là, sur notre terrasse. Et on va avoir, d'ici le mois prochain, le repas du midi va être livré par drone en utilisant notre technologie. J'attends de voir la vidéo. J'espère que vous allez poster un peu là-dessus pour vos expérimentations. Mais moi, je trouve que c'est la bonne approche. Et tu as complètement raison. C'est bien d'inventer, mais à un moment, il faut le vivre, le tester pour pouvoir l'améliorer et voir comment. Parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a des fois des éléments qu'on pense pas nécessairement ou qui apparaissent des problématiques. Ok, super intéressant de vous faire livrer à midi, donc c'est très bien par drone. Ah oui. Pourvu que ça reste chaud. Hein. C'est vrai. Moi, je pense que là, c'est 3-4 minutes. Hein. Là, il n'y a pas plus rapide et on n'est pas en train de demander, mais on n'a même pas besoin d'avoir une carte pour voir où est le livreur. Oui, c'est ça, ou d'aller à chaque fois au centre commercial, faire la queue. Tu prends ton repas, le temps de revenir, de ramener le repas sur ton lieu de travail est déjà froid. Alors que là, je pense que
tu sauves un certain temps. Ah bon, mais c'est très bien ce genre d'expérimentation. Je pense que c'est l'idéal. Moi, je trouve ça remarquable. C'est comme ça qu'on apprend. Exactement. C'est un peu comme ce que tu disais. Oui. Il faut expérimenter. Mais comme ce podcast, tu vois, comme je te l'ai dit, ça fait moins d'1 an que j'expérimente et à chaque fois on apprend de nouvelles choses. Je suis pas ingénieur du son, donc j'ai appris à faire du montage audio, à démarcher les gens aussi, parce qu'il faut démarcher les invités. Beaucoup de gens qui participent, donc j'en suis ravi. Merci Olivier beaucoup de tes explications et de ces informations sur EVA, sur les infrastructures pour drones. Vous souhaite beaucoup de succès et je pense qu'il est là puisque tu dis que vous avez beaucoup de demandes. Dernier point peut-être pour nos auditeurs, comment vous contacter ou appel à investisseurs, j'en sais rien. Vos coordonnées. C'est très simple, on a un email, c'est contact@eva.xyz. Voilà, comme les tridimensionnels. Oui. Donc c'est juste envoyer un email là-dessus ou me contacter par LinkedIn. Puis... Comme je l'ai fait par le passé. Écoute... Très bien, oui, exactement. Et pour la petite anecdote, c'est parce que je pense que je ne l'ai pas partagé, j'avais envie de la partager aussi avec les auditeurs. En fait, quand vous aviez commencé votre Eva, quand tu avais commencé, un ami chez Airbus à Toulouse, parce que je suis dans l'aéronautique aussi, il y avait eu une publication dans un journal local, je crois, sur Toulouse, et il y avait ton nom qui apparaissait, et en me disant, tiens, ça serait pas de ta famille, Joël? Et je me suis pris au jeu. C'est vrai que c'est comme ça que je t'ai contacté par LinkedIn en disant, bah écoute, je vais demander, et puis qu'en plus la thématique que tu abordes m'intéresse, tout ce qui vole, ça nous intéresse, et en tant qu'ingénieur, la technique qu'il y a derrière, c'est toujours bien d'apprendre. Et c'est comme ça on a abordé nos premières discussions. Donc j'en suis vraiment ravi. Je trouve que le hasard fait bien les choses. Merci Olivier. Très bien. De rien. Et bonne continuation pour le podcast. Merci. À très bientôt. Merci à toi et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode 32 à Berlin avec Olivier Lelanne, le fondateur de EVA, vous a plu. Au passage, je voulais vous indiquer mes excuses pour la qualité du son. J'espère que, malgré cela, vous en avez bien profité, toutes ces informations et de cette découverte. La semaine prochaine, pour l'épisode 33, nous revenons à Hambourg, rencontrer Sonia Schilling d'Auvergne. Elle va nous parler de Cocorico. Elle s'est spécialisée avec son activité, l'apprentissage du français pour les plus jeunes, donc pour les enfants. N'oubliez pas de vous abonner, de nous envoyer vos suggestions, de nous écrire. Et enfin, je vous dis à bientôt et surtout, restez curieux.